En 1854, dans le comté de Davidson, au Tennessee, une femme a été enterrée vivante sur ordre du conseil municipal. Son crime? Posséder un œil bleu et un œil brun. Ce qu'on découvrit 3 mois plus tard dans cette tombe força les autorités à brûler tous les registres de l'affaire. Mais un journal intime survécut. Si cette histoire vous glace déjà le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans les collines du Tennessee, loin des livres d'histoire. L'année 1852 marquait une période de tension extrême dans le sud des États-Unis. Le Tennessee, État esclavagiste border, se trouvait pris entre 2 mondes, celui du sud profond avec ses vastes plantations de coton et celui du nord industrialisé où l'abolitionnisme gagnait du terrain. Dans le comté de Davidson, à quelques kilomètres au nord de Nashville, les routes de terre rouge serpentaient entre des propriétés agricoles de taille moyenne, ni aussi grandes que les empires du Mississippi, ni aussi modestes que les fermes familiales des Appalaches. C'était une région de propriétaires terriens qui cultivaient principalement le tabac et le maïs, employant entre 10 et 30 esclaves par domaine. La hiérarchie sociale y était rigide, presque religieuse dans son application. Les maîtres blancs occupèrent le sommet, suivis des contremaîtres et des métayers blancs, puis venaient les esclaves domestiques de maison, et enfin les travailleurs des champs. Chaque groupe connaissait sa place, et toute transgression était punie avec une sévérité qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. La propriété Caldwell se trouvait à l'est du comté, nichée dans une vallée où la rivière Cumberland traçait une courbe paresseuse. La maison principale, une construction de bois blanc à 2 étages avec une large véranda, surplombait les champs de tabac qui s'étendaient sur près de 100 acres. Derrière la maison principale, un chemin de gravier menait au quartier des esclaves. Une rangée de cabanes en bois brut, sans fenêtres véritables, juste des ouvertures couvertes de toiles huilées en hiver. C'était là que vivait celle qu'on appellerait bientôt Yeux de sorcière. Son véritable nom était Celia. Elle avait 23 ans, en 1852. Née sur la propriété voisine, elle avait été vendue au Caldwell à l'âge de 16 ans pour rembourser une dette de jeu. Grande, les épaules larges, la peau d'un noir profond qui contrastait violemment avec ses yeux, l'œil gauche d'un bleu glacial comme le ciel de janvier, l'œil droit d'un brun si sombre qu'il paraissait presque noir. Cette particularité, que les médecins modernes appelleraient hétérochromie, était à l'époque interprétée comme une marque du diable ou un signe de sorcellerie. Les esclaves des plantations voisines murmuraient qu'elle pouvait voir l'avenir avec son œil bleu et le passé avec son œil brun. Les enfants blancs détournaient le regard quand elle passait. Même les chiens semblaient mal à l'aise en sa présence, bien que cela fût probablement dû à la nervosité de leur maître plutôt qu'à une quelconque perception surnaturelle. Nathaniel Caldwell, le propriétaire, était un homme de 47 ans, aux tempes grisonnantes et au regard constamment plissé, comme s'il scrutait en permanence un horizon lointain. Contrairement à beaucoup de planteurs de l'époque, il ne buvait pas et ne frappait que rarement ses esclaves. Sa cruauté était plus subtile, il utilisait l'isolement, la privation de nourriture et surtout la séparation des familles comme méthode de contrôle. Sa femme, Abigail, une femme mince aux lèvres perpétuellement pincées, passait ses journées à surveiller le travail domestique avec une rigueur maniaque. Ils avaient 3 enfants, Thomas, 20 ans, qui se préparait à reprendre la propriété, Margaret, 18 ans, qui attendait un mariage arrangé avec le fils d'un juge de Nashville, et le jeune William, 12 ans, un garçon pâle et maladif qui passait ses journées à lire dans la bibliothèque familiale. Celia travaillait au champ. Son travail consistait à semer, désherber et récolter le tabac selon les saisons. Ses mains étaient calleuses, son dos constamment douloureux, mais elle ne se plaignait jamais. Parler, c'était attirer l'attention. Et attirer l'attention, avec ses yeux, c'était inviter le danger.
L'incident qui déclencha toute l'affaire se produisit un mardi de mars 1852. La journée avait commencé comme les autres, avec le son de la cloche qui réveillait les esclaves avant l'aube. Le ciel était gris, lourd de nuages qui promettaient la pluie. Dans les champs, l'air sentait la terre humide et les premières pousses de tabac. Célia travaillait dans la rangée du milieu, courbée sur les plans, lorsqu'elle entendit des cris venant de la maison principale. Ce n'était pas inhabituel. Abigail Caldwell était connue pour ses crises de colère dirigées contre les domestiques. Mais cette fois, les cris étaient différents, plus aigus, plus désespérés. Margaret Caldwell, la fille de 18 ans, était étendue au pied de l'escalier principal. Son cou formait un angle impossible. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond de la véranda. Elle était morte sur le coup. Le docteur Silas Pemberton arriva 1 heure plus tard de Nashville. C'était un homme corpulent au visage rougeau, portant un gilet trop serré et une sacoche de cuir usée. Il examina le corps avec la routine d'un homme habitué aux tragédies domestiques. Sa conclusion fut rapide. Accident. La jeune fille avait glissé sur les marches cirées, probablement en courant, et s'était brisé la nuque dans la chute. Mais Abigail Caldwell refusa cette explication. Sa fille ne courait jamais. Margaret était une demoiselle bien élevée, élégante dans chacun de ses mouvements. Non, quelque chose d'autre avait causé sa chute. Quelqu'un ou quelque chose. Les domestiques furent interrogés un par un. Sarah, la cuisinière, une femme de 50 ans aux cheveux gris cachés sous un foulard rouge, jura n'avoir rien entendu d'inhabituel. Joshua, l'homme de maison, nia avoir vu quoi que ce soit de suspect. Mais lorsque vint le tour de Ruth, la jeune domestique de 16 ans qui s'occupait des chambres, elle hésita. « Parle », ordonna Nathaniel Caldwell de sa voix grave. Ruth tripotait le bord de son tablier, les yeux fixés sur ses pieds nus. « J'ai vu Célia près de la maison ce matin, maître, avant l'accident. » Un silence tomba sur la véranda. Tous les regards se tournèrent vers la porte, comme si Célia allait soudainement apparaître. « Célia travaille au champ », dit Nathaniel lentement. « Pourquoi serait-elle près de la maison ?» Ruth secoua la tête. « Je ne sais pas, maître, mais je l'ai vue. Elle regardait les fenêtres du premier étage, avec ses yeux terribles. » Abigail laissa échapper un sanglot étranglé. « C'est elle, c'est cette créature maudite. Elle a jeté un sort à ma Margaret. Elle l'a tuée avec son regard de sorcière. » Le docteur Pemberton tenta d'intervenir. « Madame Caldwell, je vous assure que la science médicale... » « La science !» cracha Abigail. « Qu'est-ce que la science sait des forces obscures qui habitent ce monde ? Cette femme porte la marque du diable sur son visage. Tout le monde le voit. Et maintenant, ma fille est morte. » Nathaniel Caldwell resta silencieux longtemps, fixant la balustrade de la véranda où sa fille était tombée. Finalement, il parla. « Amenez-la ici, amenez Célia. » 2 contremaîtres partirent vers les champs. 15 minutes plus tard, ils revenaient en encadrant Célia. Elle marchait calmement, la tête baissée, ses mains encore couvertes de terre. Lorsqu'elle leva les yeux vers la famille Caldwell, Abigail poussa un cri et se détourna, comme si le simple fait de croiser son regard pouvait la contaminer. « Tu étais près de la maison ce matin ?» demanda Nathaniel. Célia secoua la tête. « Non, maître, j'étais au champ depuis l'aube. » Ruth dit qu'elle t'a vu. Ruth se trompe, maître. Thomas Caldwell, le fils aîné, descendit les marches de la véranda d'un pas rageur. Tu traites Ruth de menteuse? Une esclave traite une autre esclave de menteuse devant nous? Je dis simplement que je n'étais pas près de la maison, maître Thomas. Thomas la gifla avec une violence qui fit claquer sa tête sur le côté. Tu as tué ma sœur avec tes yeux de sorcière. Tout le monde le sait. Tu nous as tous maudits depuis le jour où tu es arrivé ici. Du sang coula de la lèvre de Célia, mais elle ne bougea pas. Je n'ai rien fait, maître. Le docteur Pemberton tenta encore d'intervenir. Monsieur Caldwell, soyons raisonnables. Un accident tragique est arrivé, mais il n'y a aucune preuve de... Sortez, dit Nathaniel calmement. Sortez de ma propriété, docteur.
Pemberton rassembla sa sacoche et partit sans un mot de plus. Dans la vallée, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, créant de petits cratères dans la poussière rouge. Nathaniel Caldwell regarda Celia pendant un long moment. « Enferme-la dans l'ancienne grange », ordonna-t-il au contremaître. « Personne ne lui parle. Personne ne lui donne à manger ou à boire jusqu'à ce que je décide quoi faire d'elle. » Celia fut traînée vers une vieille structure de bois pourri au bout de la propriété, un bâtiment qui n'était plus utilisé depuis des années. La porte fut fermée à clé, la laissant dans l'obscurité complète. À travers les fissures du bois, elle pouvait entendre la pluie qui tombait de plus en plus fort, transformant les chemins en rivières de boue. Cette nuit-là, dans la maison principale, Abigail Caldwell ne dormit pas. Elle resta assise près du corps de sa fille, tenant sa main froide, murmurant des prières et des accusations. À un moment, elle se tourna vers son mari. « Elle doit mourir », dit-elle simplement. « Cette créature doit mourir. » Nathaniel ne répondit pas immédiatement. Il regardait par la fenêtre, vers la grange où Celia était enfermée. « Si nous la tuons, nous serons questionnés. C'est une propriété. Il y a des lois. » « Des lois ?» Abigail laissa échapper un rire amer. « Des lois pour protéger une sorcière qui a tué notre fille ? Nathaniel, cette chose n'est pas humaine. Regarde ses yeux. Le diable lui-même les a marqués. » « Ce sont juste des yeux de couleurs différentes, Abigail. C'est rare, mais cela arrive. Tu défends cette créature, ta propre fille est morte. » Nathaniel se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Ne me parle pas comme si je ne souffrais pas. Margaret était ma fille autant que la tienne. Mais nous devons être prudents. Si nous agissons de manière précipitée, nous attirerons l'attention des autorités de Nashville. » Abigail se leva également, ses yeux brillants d'une lueur fanatique. « Alors soyons subtils. Il existe des manières de se débarrasser d'une esclave sans que cela ressemble à un meurtre. Les gens meurent tout le temps. Les maladies, les accidents. » Dans l'obscurité de la grange, Celia écoutait la tempête. Elle savait qu'elle allait mourir. La seule question était comment et combien de temps cela prendrait-il ? Pour comprendre ce qui se passa ensuite, il faut revenir 3 années en arrière, à 1849, lorsque Celia avait été vendue au Caldwell. La transaction avait eu lieu un après-midi de juillet sur la place du marché de Nashville. Les enchères d'esclaves se tenaient le premier lundi de chaque mois, attirant des acheteurs de tout le Tennessee et des États voisins. Celia se tenait sur l'estrade en bois, pieds nus, vêtue d'une simple robe de toile grise. L'agent des ventes, un homme nommé Jeremiah Pike, hésitait visiblement. « Regardez la force de cette femme !» criait-il à la foule. 20 ans, en parfaite santé, habituée au travail des champs. Puis, plus bas, presque comme une excuse, « Elle a une particularité aux yeux, mais cela n'affecte en rien ses capacités de travail. » Les enchères commencèrent mollement. Beaucoup d'acheteurs se détournaient dès qu'ils voyaient ses yeux. Certains faisaient le signe de croix. D'autres crachèrent par terre pour conjurer le mauvais sort. Nathaniel Caldwell était présent par hasard ce jour-là. Il cherchait du bétail, pas des esclaves. Mais lorsqu'il vit Celia, quelque chose l'arrêta. Pas ses yeux, pas sa force physique évidente, mais l'expression de son visage. Une résignation totale, comme si elle avait déjà accepté tous les horreurs que la vie pouvait lui réserver. Il fit une offre, basse, insultante même selon les standards de l'époque. 400 $, quand une esclave de son âge et de sa condition aurait normalement valu le double. Personne d'autre n'enchérit. Jeremiah Pike frappa son marteau avec soulagement. En rentrant à la propriété dans la carriole, Nathaniel observa Celia du coin de l'œil. Elle gardait la tête baissée, les mains posées sur ses genoux, respirant à peine. « Tu sais lire ?» demanda-t-il soudainement. Celia secoua la tête. C'était un mensonge. Sur sa plantation précédente, un prédicateur itinérant avait secrètement enseigné les rudiments de la lecture à quelques esclaves avant d'être découvert et chassé. Mais avouer qu'on savait lire était dangereux. Cela faisait de vous une menace,
quelqu'un de potentiellement dangereux qui pourrait lire des pamphlets abolitionnistes ou forger des documents de liberté. Bien, dit Nathaniel. Puis, après une pause, mes esclaves travaillent dur, mais je ne suis pas un homme cruel. Si tu obéis et ne causes pas de problème, tu seras traité équitablement. Celia ne répondit pas. Elle avait entendu ce genre de promesses auparavant. Les premières semaines sur la propriété Caldwell furent difficiles. Les autres esclaves gardaient leur distance. Certains par peur, d'autres par superstition. Old Samuel, un homme de 60 ans qui travaillait comme forgeron, fut le premier à lui parler. « Ils disent que tu portes malheur », dit-il un soir alors qu'il mangeait le maigre repas distribué après le coucher du soleil. « Je sais ce qu'ils disent », répondit Celia. « C'est vrai, tu apportes malheur. » Celia le regarda directement dans les yeux, son œil bleu et son œil brun fixant le vieil homme avec une intensité tranquille. « Je ne contrôle pas plus mes yeux que toi, tu contrôles la couleur de ta peau. » Samuel hocha lentement la tête. Sagesse parlait. Mais la sagesse n'a jamais protégé personne contre la peur. Et les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Cette conversation marqua le début d'une amitié prudente. Samuel devint une sorte de protecteur discret pour Celia, expliquant aux autres esclaves qu'elle n'était pas une menace. Progressivement, certains commencèrent à lui parler. Ruth, la jeune domestique, lui apportait parfois des restes de pain de la cuisine. Joshua partageait les nouvelles qu'il entendait lorsqu'il servait à table. Mais dans la maison principale, l'atmosphère était différente. Abigail Caldwell détestait Celia dès le premier regard. Non par superstition, mais par quelque chose de plus viscéral. Le dégoût pur et simple. Elle ordonna que Celia ne soit jamais autorisée à entrer dans la maison, même pour des corvées domestiques. Margaret, la fille, avait une réaction différente. Curieuse, presque fascinée. Elle observait Celia depuis les fenêtres, notant ses mouvements, ses interactions avec les autres. Plusieurs fois, Celia leva les yeux des champs pour trouver Margaret la regardant depuis la véranda, un sourire énigmatique sur les lèvres. Ce fut Thomas, le fils aîné, qui causa les premiers véritables problèmes. Un après-midi de septembre 1850, Thomas était allé au champ vérifier l'avancement des récoltes. Il trouva Celia seule dans la rangée la plus éloignée, loin des autres travailleurs. Il s'approcha d'elle, son ombre tombant sur le tabac fraîchement cueilli. « Tu as des yeux étranges », dit-il. Celia continua son travail sans répondre. « Je t'ai parlé », insista Thomas, sa voix prenant une note dangereuse. « Oui, maître Thomas. Regarde-moi quand je te parle. » Celia leva les yeux. Thomas soutint son regard pendant un long moment, puis détourna brusquement le regard, mal à l'aise. « C'est dérangeant. Je suis désolé, maître. » « Ne sois pas désolé. » Thomas fit un pas plus près. « En fait, c'est peut-être intéressant. Différent. » Sa main se tendit vers le visage de Celia. Ce qui se passa ensuite fut rapide. Celia recula d'un pas, faisant tomber son panier de tabac. Thomas trébucha sur le panier et tomba lourdement sur le sol, se tordant la cheville dans sa chute. Sa cri de douleur alerta les contremaîtres. La version que Thomas raconta à son père était simple. Celia l'avait attaqué avec son panier, le faisant tomber délibérément. Elle fut fouettée 10 fois ce soir-là, attachée au poteau près des écuries, pendant que les autres esclaves étaient forcés de regarder. Mais Old Samuel savait la vérité. Il l'avait vue de loin. Et il murmura à Celia, alors qu'il soignait ses blessures au dos cette nuit-là. « Thomas voulait te toucher. Tu as résisté. C'est pour ça qu'il t'a fait punir. »« Je sais, » dit Celia, sa voix enrouée par la douleur. « Fais attention, il reviendra. Les hommes comme lui reviennent toujours. » Samuel avait raison. Au cours des 2 années suivantes, Thomas fit plusieurs autres tentatives, toujours quand il pensait être seul avec Celia. Chaque fois, elle trouvait un moyen de s'échapper ou de s'assurer qu'il y avait des témoins. Et chaque fois, Thomas trouvait un prétexte pour la punir. Margaret observait ces interactions avec un intérêt grandissant. Elle commença à poser des questions à Ruth sur Celia. Que disait-elle? Comment se comportait-elle? Les autres esclaves lui parlaient-ils? En février 1852,
1 mois avant sa mort, Margaret fit quelque chose d'inhabituel. Elle descendit vers les quartiers des esclaves, un soir, seule, portant une lanterne. Elle trouva Celia assise devant sa cabane, raccommodant une vieille chemise à la lumière de la lune. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda Margaret sans préambule. Celia leva les yeux, surprise. « Devrais-je avoir peur de vous, mademoiselle Margaret ? Les autres ont peur. Même mon frère, bien qu'il ne l'admettrait jamais. » Margaret s'assit sur une bûche près de Celia, posant la lanterne entre elles. « Mais toi, tu n'es pas effrayante. Tu es juste différente. » Celia ne répondit pas, ne sachant pas où cette conversation menait. « Est-ce que tu vois des choses ?» continua Margaret. « Avec tes yeux, des choses que les autres ne voient pas ? Non, mademoiselle, je vois comme tout le monde. » Dommage. Margaret soupira. « J'aimerais voir des choses que les autres ne voient pas. J'aimerais être différente, spéciale. Mais je ne suis qu'une fille qui attend qu'on la marie à un homme que je n'ai jamais rencontré. » Ce fut une des conversations les plus étranges de la vie de Celia. Margaret parla pendant près d'1 heure, déversant ses peurs, ses frustrations, ses rêves d'une vie différente. Celia écouta en silence, consciente que dire quoi que ce soit de déplacé pourrait avoir des conséquences terribles. Avant de partir, Margaret dit quelque chose qui resterait gravé dans la mémoire de Celia. « Mon frère te veut. Ma mère te déteste. Mon père ne sait pas quoi faire de toi. Mais moi, je pense que tu es la seule personne honnête sur cette propriété. » 3 semaines plus tard, Margaret était morte au pied de l'escalier. Dans la grange où Celia était enfermée, le temps perdait sa signification. Sans lumière naturelle, elle ne pouvait dire si des heures ou des jours passaient. La faim creusait son estomac, la soif desséchait sa gorge. Mais c'était le silence qui était le plus terrifiant. Aucun son ne venait de l'extérieur, comme si la propriété entière retenait son souffle. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que dehors, une transformation s'opérait. Le lendemain de l'enterrement de Margaret, qui eut lieu dans le cimetière familial derrière la maison, Nathaniel Caldwell convoqua le révérend Josiah Hackett de Nashville. Hackett était connu dans toute la région comme un homme qui ne craignait pas de parler du diable, des possessions démoniaques et des forces obscures qui menaçaient les âmes chrétiennes. Son église, située dans un quartier pauvre de Nashville, attirait ceux qui cherchèrent des réponses simples à des questions complexes. Hackett arriva dans une carriole noire, vêtu d'un costume tout aussi sombre, portant une Bible usée sous le bras. C'était un homme grand et maigre, aux yeux enfoncés dans leurs orbites et aux mains perpétuellement tremblantes. Il avait 55 ans mais en paraissait 70. « Monsieur Caldwell, » dit-il en descendant de la carriole, « j'ai reçu votre message. Une tragédie terrible, vraiment terrible. Mais vous dites qu'il y a plus que la mort naturelle dans cette affaire. » Nathaniel le conduisit dans son bureau, où Abigail les attendait. Pendant 2 heures, ils racontèrent l'histoire. Les yeux de Celia, les présages, le témoignage de Ruth, la mort de Margaret. Hackett écoutait en hochant la tête, griffonnant occasionnellement des notes dans un petit carnet. « C'est clairement une manifestation des forces obscures, » conclut-il finalement. « Cette femme porte la marque. Vous avez eu raison de l'isoler. Maintenant, nous devons décider de la marche à suivre. »« Vous croyez qu'elle a vraiment tué Margaret ?» demanda Nathaniel, avec un regard. Hackett ferma sa Bible d'un coup sec. « Monsieur Caldwell, j'ai vu des choses dans ma vie qui défient l'explication rationnelle. Des possessions, des malédictions, des personnes qui tombent malades sans raison médicale, simplement parce qu'elles ont croisé le chemin de quelqu'un portant la marque du diable. » Il se pencha en avant. « Vos esclaves ont-ils eu des accidents depuis l'arrivée de cette femme ?» Nathaniel réfléchit. « Eh bien, il y a eu quelques incidents. Old Samuel s'est cassé le bras l'année dernière. Une des mules est morte subitement il y a 6 mois, et... » Il hésita. « Notre fils William a commencé à avoir des cauchemars il y a environ 1 an. Vous voyez ?» Hackett se redressa triomphalement. Une série de malheurs, tous liés à la présence de cette créature. Abigail se leva agitée. « Alors que devons-nous faire, révérend? Comment nous débarrasser de cette malédiction ?»« Il existe des méthodes, » dit Hackett lentement.
Des méthodes que l'Église elle-même utilisait autrefois contre les sorcières. Mais nous devons être prudents. Si cette femme a réellement des pouvoirs, elle pourrait vous maudire davantage avant de mourir. Nous ne pouvons pas simplement la tuer, dit Nathaniel. Les lois des hommes, l'interrompit Hackett, ne s'appliquent pas aux créatures qui ne sont pas pleinement humaines. Néanmoins, nous devons agir avec discrétion. Il ouvrit sa Bible à une page marquée. Dans le Deutéronome, il est écrit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». C'est un commandement divin. Ce soir-là, une réunion fut organisée dans le salon des Caldwell. Étaient présents Nathaniel et Abigail, le révérend Hackett, le shérif adjoint du comté, un homme nommé Cornelius Drake, et 3 propriétaires terriens voisins, Robert Henderson, William Pritchard et James Donnelly. Ces hommes formaient une sorte de conseil informel qui gérait les affaires de la communauté. Drake, le shérif adjoint, était réticent dès le début. « Écoutez, je comprends votre douleur, mais nous ne pouvons pas simplement exécuter une esclave sans procès. Il y a des procédures. » « Des procédures ?» Abigail laissa échapper un rire amer. « Cette chose a tué ma fille avec de la sorcellerie, et vous parlez de procédures ? Madame Caldwell, nous n'avons aucune preuve de sorcellerie, juste des yeux inhabituels et des coïncidences malheureuses. » Henderson, un homme corpulent aux joues rouges, intervint. « Drake, vous êtes nouveau dans la région, donc vous ne comprenez peut-être pas. Nous avons tous entendu les histoires sur cette esclave. Les gens ont peur. Si nous ne faisons rien, cela pourrait créer une panique. Les autres esclaves pourraient penser qu'ils peuvent s'en tirer avec n'importe quoi. Ce que Robert essaie de dire, ajouta Pritchard doucement, c'est que cela dépasse la question de cette esclave en particulier. C'est une question d'ordre. Si nous paraissons faibles, si nous laissons cette situation sans réponse, cela enverra un mauvais message. » Drake regarda les visages autour de lui. Il était seul dans ses objections, et il le savait. « Alors qu'est-ce que vous proposez ?» Le révérend Hackett prit la parole. « Il existe une solution qui satisfera à la fois la justice divine et la prudence légale. Nous tenons un procès, pas un vrai procès au sens juridique, mais un examen religieux. Nous déterminons si cette femme est possédée ou porte une malédiction. Si c'est le cas, nous la soumettons à un traitement approprié. »« Un traitement ?» répéta Drake suspicieusement. « Une purification par l'enterrement, » dit Hackett calmement. « C'est une pratique ancienne, utilisée pour chasser les démons. On enterre la personne possédée pendant une courte période, permettant à la terre de absorber les forces maléfiques. Si elle est innocente, elle survivra. Si elle est coupable, eh bien... » Il haussa les épaules. « Dieu rendra son jugement. » Un silence tomba sur la pièce. Même Nathaniel semblait mal à l'aise. « Vous proposez de l'enterrer vivante ?» dit finalement Drake. « Temporairement, » insista Hackett, « avec un tube pour respirer. C'est une épreuve, pas une exécution. C'est de la folie. C'est de la justice divine, » répliqua Abigail avec ferveur. « Si elle est innocente, Dieu la protégera. Si elle est coupable, elle recevra ce qu'elle mérite. » Drake se leva, dégoûté. « Je ne peux pas soutenir cela. Si vous faites cela et que quelqu'un le découvre, nous serons tous impliqués. »« Personne ne le découvrira, » dit Donnelly, parlant pour la première fois. « Qui va poser des questions sur une esclave? Qui se soucie de ce qui arrive aux esclaves? Les abolitionnistes se soucient. Les journaux du Nord se soucient. Nous vivons une époque dangereuse, messieurs. Ce genre d'incident pourrait être exploité par ceux qui veulent détruire notre mode de vie. » Nathaniel leva une main. « Drake a raison sur un point. Nous devons être extrêmement prudents. Si nous procédons, cela doit rester entre nous. Personne d'autre ne peut savoir, pas même les autres esclaves. Nous disons simplement qu'elle s'est échappée. »« Et son corps ?» demanda Drake. « Quand elle meurt, que faites-vous du corps ? » ?»« Elle ne mourra pas, » dit Hackett avec assurance, « si elle est innocente. Et si elle meurt parce qu'elle est coupable, alors nous l'enterrons discrètement sur la propriété, loin de tout, un accident, une fuite qui a mal tourné.
Nathaniel regarda chaque homme dans les yeux. « Êtes-vous avec moi ?» Un par un, ils acquiescèrent. Même Drake, finalement, hocha la tête avec réticence. « Que Dieu nous pardonne » murmura-t-il. Le plan fut mis en place pour la nuit suivante. Dans la grange, Célia entendit la porte s'ouvrir pour la première fois en 3 jours. La lumière soudaine lui fit mal aux yeux. 3 silhouettes se découpaient dans l'embrasure. « Debout !» ordonna une voix qu'elle reconnut comme celle de Nathaniel Caldwell. Célia se leva péniblement, ses jambes engourdies, sa tête tournant de faim et de déshydratation. Ils la traînèrent dehors. La nuit était claire, la lune presque pleine illuminait la propriété d'une lueur argentée. Elle pouvait voir un groupe d'hommes réunis près de la maison principale, tenant des lanternes et des pelles. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle sa voix rauque. Personne ne répondit. Ils la conduisirent derrière les quartiers des esclaves, vers une zone boisée que Célia n'avait jamais explorée. Là, sous un grand chêne, elle vit ce qu'ils avaient préparé. Une tombe fraîchement creusée, un cercueil de bois brut ouvert à côté, et un tube de fer dépassant du fond de la tombe. La terreur la frappa comme un coup physique. « Non, non, s'il vous plaît. » Le révérend Hackett s'avança, sa Bible ouverte. « Célia, tu es accusée de sorcellerie et du meurtre de Margaret Caldwell par des moyens démoniaques. Nous allons maintenant déterminer ta culpabilité ou ton innocence par l'épreuve de la terre. Si tu es innocente, Dieu te protégera et tu survivras. Si tu es coupable, tu recevras le jugement que tu mérites. Je n'ai rien fait. » Célia se débattit contre les mains qui la tenaient. « Je n'ai pas tué Margaret, je n'ai jamais tué personne. »« Les sorcières mentent toujours, » dit Hackett calmement. « C'est dans leur nature. » Ils la forcèrent à entrer dans le cercueil. Elle se battit avec l'énergie du désespoir, griffant, mordant, criant. Mais elle était affaiblie par les jours sans nourriture, et ils étaient plusieurs. Le couvercle fut cloué, étouffant ses cris. « Le tube » dit Hackett. « Assurez-vous que le tube est bien positionné près de sa bouche. Nous ne voulons pas qu'elle suffoque immédiatement. » Célia sentit quelque chose de froid et métallique près de ses lèvres. Le tube de fer, sa seule source d'air. Puis le cercueil fut soulevé et descendu dans la tombe. Elle entendit le bruit sourd de la terre tombant sur le bois. Pelletée après pelletée, le bruit devint étouffé. Puis, finalement, le silence. Célia était enterrée. Dans l'obscurité totale du cercueil, elle força son esprit à rester calme. Panique signifiait respiration rapide. Respiration rapide signifiait moins d'air. Elle devait respirer lentement, régulièrement, à travers le tube étroit. Au-dessus, elle pouvait entendre des voix étouffées. Combien de temps? C'était la voix de Nathaniel. « Jusqu'à l'aube, » répondit Hackett. « Si elle survit jusqu'à l'aube, nous la déterrerons et examinerons les signes. Et si elle ne survit pas, alors Dieu aura parlé. » Les voix s'éloignèrent. Le silence revint, brisé seulement par le son de sa propre respiration dans le tube étroit. Célia ferma les yeux, bien que cela ne fasse aucune différence dans l'obscurité totale. Elle pensa à sa mère, morte quand elle avait 8 ans. Elle pensa à son père, vendu dans le sud profond quand elle avait 12 ans. Elle pensa à Old Samuel, à Ruth, aux autres esclaves. Se demanderait-il ce qui lui était arrivé? Ou croirait-il l'histoire qu'elle s'était enfuie? Les heures passèrent avec une lenteur atroce. La claustrophobie menaçait de la submerger. L'espace était si étroit qu'elle ne pouvait pas bouger ses bras. Ses jambes étaient pliées dans une position inconfortable. Son dos commençait à se cramponner douloureusement. Et l'air devenait vicié. Le tube semblait fournir moins d'oxygène qu'auparavant. Était-il bouché, ou était-ce son imagination? Elle essaya de ne pas penser à la terre au-dessus d'elle. Des centaines de kilos de terre, la séparant du monde des vivants. Si le tube se bouchait complètement, si quelque chose le faisait tomber, elle mourrait ici, lentement, étouffée dans cette boîte de bois. Elle commença à compter pour garder son esprit occupé. 1, 2, 3, 4,
jusqu'à 100. Puis recommença, encore et encore. Quelque part autour du 300e cycle de comptage, elle entendit quelque chose, un bruit de grattement. Au-dessus, quelqu'un creusait. Son cœur s'accéléra. Était-ce l'aube? Venait-il la déterrer? Ou était-ce quelque chose d'autre? Le grattement continua, irrégulier, comme si quelqu'un creusait rapidement mais maladroitement. Puis, soudain, un choc contre le cercueil. Une voix étouffée, urgente. « Célia, tu m'entends ?» C'était une voix jeune, masculine, mais pas Thomas. « Célia, je vais essayer de te sortir de là. Ne panique pas. » Le bruit de bois qui se fend. Quelqu'un forçait le couvercle du cercueil. Puis enfin, un coin du couvercle se souleva légèrement, laissant entrer un filet d'air frais et l'odeur de terre humide. « Attends, il y a trop de terre. Je dois enlever plus de terre. » Le couvercle se referma. Le grattement reprit, plus frénétique maintenant. Célia attendit, n'osant pas espérer. Qui était-ce? Qui prenait le risque de la déterrer? Finalement, après ce qui sembla une éternité, le couvercle fut arraché complètement. Des mains l'agrippèrent, la tirant hors du cercueil. Elle émergea dans la nuit, haletante, ses yeux peinant à s'ajuster à la lumière de la lune. La personne qui l'avait sauvée était William Caldwell, le plus jeune fils, le garçon de 12 ans qu'elle avait à peine remarqué. Pourquoi? Fut tout ce qu'elle put dire. William, couvert de terre, ses mains en sang à force de creuser, la regarda avec des yeux remplis de larmes. « Parce que ce qu'ils t'ont fait est mal. Parce que Margaret ne voulait pas que tu meures. »« Quoi? Ma sœur ?» William s'essuya le visage, laissant des traînées de boue. « J'ai entendu une conversation entre elle et Ruth 2 jours avant sa mort. Margaret disait que si quelque chose lui arrivait, les gens blâmeraient probablement toi à cause de tes yeux. Elle disait que c'était injuste. » Célia se mit debout avec difficulté. « Tu dois retourner à la maison avant qu'il ne remarque ton absence. Et toi? Je vais fuir. C'est ma seule chance. » William fouilla dans sa poche et en sortit un petit sac de toile. « J'ai pris de l'argent dans le bureau de mon père. Ce n'est pas beaucoup, mais cela pourrait t'aider. Et voici une carte. » Il déplia un morceau de papier. « Il y a une ferme à environ 30 km au nord, dirigée par des Quakers. Ils aident les esclaves en fuite. Si tu peux y arriver... » Célia prit l'argent et la carte, son esprit tourbillonnant. « Pourquoi fais-tu cela? » « Parce que Margaret avait raison. Tu es la seule personne honnête sur cette propriété. » William se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Célia, Margaret n'est pas tombée dans les escaliers. » Le sang de Célia se glaça. « Quoi? » « Je les ai vus, Thomas et Margaret. Ils se disputaient ce matin-là, en haut des escaliers. Thomas était en colère à propos de quelque chose. Il a poussé Margaret. Ce n'était pas intentionnel, je pense, mais il l'a poussée. » Les larmes coulaient librement sur le visage de William maintenant. « J'étais dans ma chambre. J'ai vu à travers la porte entr'ouverte. Et je n'ai rien dit, parce que j'avais peur. » Avant que Célia ne puisse répondre, William courut vers la maison, disparaissant dans l'obscurité. Célia resta immobile pendant un long moment, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Thomas avait tué Margaret. Pas intentionnellement peut-être, mais il l'avait tuée quand même. Et William avait gardé le secret. Elle regarda la tombe ouverte, le cercueil vide. Dans quelques heures, il viendrait vérifier son état. Il trouverait la tombe profanée et se lancerait immédiatement à sa poursuite. Elle devait partir. Maintenant. Célia se mit à courir à travers les bois, guidée seulement par la lumière de la lune et la carte que William lui avait donnée. Ses pieds nus saignaient sur les pierres et les racines. Son corps entier hurlait de douleur après les heures passées dans le cercueil. Mais elle continuait. Derrière elle, dans la maison Caldwell, William se glissa dans son lit, le cœur battant, priant pour que personne ne remarque son absence ou la terre sous ses ongles. L'aube arriva froide et grise. Le révérend Hackett fut le premier à atteindre la tombe, accompagné de Nathaniel Caldwell et du shérif adjoint Drake. Ce qu'ils trouvèrent les figea sur place. La tombe était ouverte. La terre avait été grossièrement pelletée sur les côtés.
Le cercueil était vide, son couvercle arraché et jeté à quelques mètres. « Nom de Dieu !» murmura Drake. Hackett s'agenouilla près de la tombe, examinant la scène avec des yeux fébriles. Elle s'est échappée. La sorcière s'est échappée. Comment est-ce possible? Nathaniel regardait fixement le cercueil vide. Nous l'avons enterré sous 2 mètres de terre. Les pouvoirs démoniaques, dit Hackett avec une certitude effrayante. Elle a invoqué des forces obscures pour se libérer. Cela prouve sa culpabilité au-delà de tout doute. Drake s'accroupit, examinant la terre déplacée. Révérend, avec tout le respect que je vous dois, quelqu'un l'a déterré. Regardez, la terre a été creusée depuis le dessus, pas poussée depuis le dessous, et il y a des empreintes de pas. Nathaniel s'approcha pour voir. Effectivement, il y avait des empreintes dans la terre molle. Petites. Trop petites pour être celles d'un homme adulte. « Qui ?» demanda-t-il. « Qui aurait pu faire cela ?» Drake secoua la tête. « Un des autres esclaves, peut-être. Quelqu'un qui voulait l'aider ? Impossible. » Nathaniel réfléchissait rapidement. « J'ai posté des gardes toute la nuit. Personne des quartiers des esclaves ne pouvait venir ici sans être vu. » Un silence terrible tomba, tandis que la réalisation s'imposait. « William !» dit Nathaniel doucement. Il courut vers la maison, Drake et Hackett sur ses talons. Ils trouvèrent William dans sa chambre, feignant le sommeil. Mais la terre sous ses ongles et sur ses vêtements cachés sous le lit le trahirent. Nathaniel tira son fils du lit brutalement. « Qu'as-tu fait ?» William, terrifié mais déterminé, leva le menton. « J'ai fait ce qui était juste. » « Ce qui était juste ?» La voix de Nathaniel monta dangereusement. « Tu as libéré une meurtrière. Une sorcière qui a tué ta sœur. Elle n'a pas tué Margaret. » Les mots explosèrent hors de William avant qu'il ne puisse les retenir. « Thomas l'a tuée. » Le silence qui suivit était si complet que le tic-tac de l'horloge dans le couloir résonnait comme un battement de tambour. « Quoi ?» La voix de Nathaniel n'était plus qu'un murmure. « Je les ai vus. » Thomas et Margaret se disputaient en haut des escaliers. Il l'a poussée. Elle est tombée. William tremblait maintenant, mais continua. Thomas l'a tuée, et tout le monde a blâmé Célia à cause de ses yeux. Mais elle n'a rien fait. Nathaniel recula comme s'il avait été frappé. « Tu mens. » »« Je ne mens pas. » Les larmes coulaient sur le visage de William. Margaret avait même prédit que cela arriverait. Elle savait que les gens blâmeraient Célia. Elle disait que ce n'était pas juste. Le révérend Hackett intervint, sa voix onctueuse. « Monsieur Caldwell, le garçon est clairement troublé. Le chagrin peut faire dire des choses étranges aux enfants. La sorcière a probablement jeté un sort sur lui, lui faisant croire ses mensonges. »« Ce ne sont pas des mensonges. » William se tourna vers Drake. « Monsieur le shérif adjoint, vous devez le croire. Thomas a tué Margaret. Célia est innocente. » Drake regarda le garçon, puis Nathaniel, puis Hackett. Son visage était pâle. « Nous devons interroger Thomas. Maintenant. » Ils trouvèrent Thomas dans la salle à manger, prenant son petit déjeuner. Quand il vit l'expression sur leur visage, sa fourchette resta suspendue à mi-chemin vers sa bouche. « Thomas, » dit Nathaniel lentement. « Dis-moi ce qui s'est réellement passé le matin où Margaret est morte. » Thomas posa sa fourchette, son visage devenant prudent. « Elle est tombée dans les escaliers, nous le savons tous. William dit qu'il vous a vu vous disputer. » Un muscle se contracta sur la joue de Thomas. « William est un enfant avec une imagination débordante. William dit que tu l'as poussé. C'est ridicule. » Drake s'avança. « Jeune homme, si vous mentez, c'est un crime grave. » Thomas se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière. « Je n'ai pas à répondre à ces accusations absurdes. Margaret est tombée. C'était un accident. »« Mais tu étais là, » dit Nathaniel doucement. « Tu étais avec elle quand c'est arrivé. » Le visage de Thomas passa par plusieurs expressions rapidement. Colère, peur, puis quelque chose comme de la résignation. « Oui, j'étais là. Nous nous disputions. Elle menaçait de raconter quelque chose à mère. Quelque chose à propos de moi et... » Il s'arrêta. « À propos de toi et de l'esclave, » termina Nathaniel. « À propos de tes avances vers Célia. »
Thomas serra les poings. Margaret m'a surpris un jour. Elle menaçait de tout raconter, de me faire paraître comme quelqu'un qui... Il ne pouvait pas terminer la phrase. Nous nous disputions. Elle est devenue hystérique. J'ai tendu la main pour la calmer et elle a reculé. Elle a perdu l'équilibre. C'était un accident. Tu l'as touchée, dit William depuis la porte. Je t'ai vu. Tu l'as poussée. Thomas se tourna vers son jeune frère avec une rage soudaine. Elle allait ruiner ma vie. Elle allait raconter à tout le monde que je... Il s'arrêta, réalisant ce qu'il avait dit. Drake prit son carnet. Thomas Caldwell, vous venez d'admettre avoir causé la mort de votre sœur. C'était un accident. Un accident que vous avez ensuite dissimulé en laissant blâmer une esclave innocente. Une esclave que vous avez ensuite essayé de faire enterrer vivante. Drake secoua la tête. Monsieur Caldwell, votre fils doit être arrêté. Nathaniel resta immobile, son visage vidé de toute couleur. Mon fils est un meurtrier. Ce n'était pas un meurtre, insista Thomas désespérément. C'était un accident. Mais enterrer Célia vivante, dit Drake, cela c'était intentionnel. Vous saviez qu'elle était innocente, et vous avez laissé cela se produire. Pire, vous l'avez encouragée. Hackett, voyant la situation lui échapper, tenta une dernière intervention. Messieurs, nous ne devons pas oublier que l'esclave s'est échappée. Elle doit être retrouvée. Les accusations du garçon ne changent pas le fait qu'une esclave fugitive représente un danger. Le seul danger ici, dit Drake froidement, est l'injustice que nous avons presque perpétrée. Thomas Caldwell sera emmené à Nashville pour faire face aux accusations. Et vous, révérend, vous feriez bien de retourner à votre église et de prier pour le pardon. Abigail Caldwell choisit ce moment pour entrer dans la pièce, attirée par les voix élevées. Quand la situation lui fut expliquée, elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, lentement, elle se tourna vers Thomas. « Tu as tué ta sœur, » dit-elle, sa voix vide d'émotion. « Tu as tué Margaret. Mère, je... » Abigail le gifla avec une force surprenante. « Tu as tué ma fille, et tu allais laisser cette esclave innocente mourir pour couvrir ton crime. Tu n'es pas mon fils. » Thomas fut emmené ce jour-là, menotté, dans une carriole vers Nashville. Il serait jugé, mais l'influence de la famille réduirait sa peine. 2 ans de prison pour homicide involontaire, au lieu de la pendaison qu'il aurait pu recevoir pour meurtre. Mais la vraie question restait, où était Célia? Une chasse à l'homme fut lancée, mais sans enthousiasme. Drake insista pour que des affiches soient créées, offrant une récompense pour sa capture, mais il veilla personnellement à ce que ces affiches ne soient distribuées que minimalement. Il savait qu'elle était innocente. Dans son esprit, elle méritait sa liberté. Les recherches durèrent 2 semaines. Des patrouilles fouillèrent les bois environnants. Des chiens furent utilisés, mais les pluies torrentielles des jours suivant sa fuite avaient effacé toute trace. La ferme Quaker que William avait mentionnée fut discrètement vérifiée par Drake lui-même. Le propriétaire, un homme nommé Josiah Miller, déclara n'avoir vu aucune esclave fugitive. Drake hocha la tête, nota cette information dans son rapport et n'y retourna jamais. La vérité que Drake ne découvrit que bien plus tard était que Célia avait effectivement atteint la ferme Miller. Josiah et sa femme Rebecca l'avaient cachée pendant 3 semaines, la nourrissant, soignant ses pieds blessés et ses mains égratignées. Puis, par le réseau secret du chemin de fer clandestin, elle avait été déplacée vers le nord, de maison sûre en maison sûre. Des années plus tard, en 1867, Drake reçut une lettre. Elle était postée du Canada, sans adresse de retour. À l'intérieur, une courte note. « Monsieur Drake, je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi. Je suis celle qu'on appelait « yeux de sorcière ». Je voulais que vous sachiez que j'ai survécu. Je vis maintenant librement avec un mari et 2 enfants. Mon fils à mes yeux, un bleu, un brun. Mais ici, personne ne pense que c'est une malédiction. Merci de ne pas avoir essayé trop fort de me trouver. C. » Drake brûla la lettre immédiatement, mais il sourit en le faisant. Sur la propriété Caldwell, la vie continua mais transformée par la tragédie.
Nathaniel devint un homme brisé, vendant la moitié de ses terres et libérant la plupart de ses esclaves avant même que la guerre civile ne rende cette action obligatoire. Abigail se retira dans un silence presque total, ne quittant jamais la maison, passant ses journées à contempler le portrait de Margaret dans le salon. William grandit portant le poids de ce qu'il avait vu et de son silence initial. Il devint médecin, travaillant dans des cliniques gratuites pour les affranchis après la guerre. Il ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais il garda toute sa vie le petit sac de toile qu'il avait donné à Célia, qu'elle lui avait mystérieusement renvoyé des années plus tard, avec un simple mot « Merci ». Le révérend Hackett continua ses prêches sur les démons et la sorcellerie, mais son influence diminua après l'incident Caldwell. Il mourut en 1859, seul et largement oublié. Thomas sortit de prison en 1856. Il quitta le Tennessee et ne fut jamais revu par sa famille. Des rumeurs circulèrent qu'il était devenu un ivrogne à la Nouvelle-Orléans, mais aucune n'a jamais été confirmée. Old Samuel, le forgeron qui avait été gentil avec Célia, mourut en 1855. Mais avant sa mort, il raconta aux autres esclaves l'histoire de ce qui était réellement arrivé. L'histoire se répandit, murmurée dans les quartiers des esclaves à travers tout le comté. La tombe sous le chêne fut comblée, mais elle devint un lieu étrange. Les esclaves affirmaient qu'on pouvait entendre des pleurs venant de la terre certaines nuits. Les propriétaires blancs évitaient l'endroit. Après la guerre, quand les terres furent redistribuées, personne ne voulut construire près de cet arbre. En 1882, la propriété Caldwell fut complètement abandonnée. La maison principale tomba en ruine. Les quartiers des esclaves s'effondrèrent. Seul le chêne près de la tombe restait, massif et immuable. Un dernier mystère persista. En 1854, 2 mois après la fuite de Célia, Nathaniel Caldwell reçut un paquet. À l'intérieur, un journal intime. Le journal de Margaret. Les dernières entrées, datées des jours précédant sa mort, révélaient une vérité que personne n'avait imaginée. Margaret avait découvert non seulement que Thomas harcelait Célia, mais aussi qu'il avait délibérément saboté le travail d'autres esclaves pour les faire punir. Plus troublant encore, elle avait trouvé des preuves que Thomas avait empoisonné une des mules de la propriété après que l'animal l'ait désarçonné, lui causant de l'embarras devant les voisins. Thomas est dangereux, écrivait Margaret. Il n'a aucune conscience, aucune empathie. Je dois dire quelque chose, mais j'ai peur. Il est mon frère, mais quand je regarde dans ses yeux, je vois quelque chose de vide et de froid. S'il découvre que je sais, que fera-t-il? La dernière entrée, écrite la veille de sa mort, j'ai décidé. Demain matin, je dirai tout à père et mère. Thomas doit être arrêté avant qu'il ne fasse quelque chose de pire. Et j'insisterai pour que Célia soit traitée avec justice. Cette pauvre femme a été blâmée pour trop de choses qui n'étaient pas sa faute. Ses yeux ne sont qu'une particularité de naissance. La vraie malédiction sur cette propriété n'est pas Célia, c'est nous, avec nos secrets et nos cruautés. Si quelque chose m'arrive, j'espère que quelqu'un lira ceci et saura la vérité. Nathaniel lut le journal 3 fois. Puis il le cacha dans son bureau, où il resta jusqu'à sa mort en 1868. William le trouva en triant les affaires de son père. Il le lut une seule fois, puis le brûla. Mais avant de le détruire, William copia une page, la dernière entrée de Margaret. Il la garda dans sa poche pendant le reste de sa vie, un rappel constant de l'injustice qu'ils avaient failli perpétrer et du courage qu'il avait fallu pour y mettre fin. En 1890, un journaliste d'un périodique de Nashville entendit parler de l'histoire à travers des rumeurs persistantes. Il se rendit dans le comté de Davidson pour enquêter. Il trouva la propriété Caldwell en ruine. Il interrogea d'anciens esclaves, maintenant des hommes et femmes libres. Ils racontèrent l'histoire de yeux de sorcières, mais chacun en donnait une version légèrement différente. Certains disaient qu'elle avait été enterrée vivante et avait creusé sa sortie avec ses mains nues. D'autres disaient qu'un ange était descendu pour la sauver.
D'autres encore prétendaient qu'elle avait disparu de la tombe sans laisser de traces, prouvant qu'elle avait effectivement des pouvoirs magiques. Le journaliste essaya de retrouver des documents officiels. Mais curieusement, tous les registres concernant l'incident avaient disparu. Les dossiers du shérif du comté pour 1852 avaient été accidentellement détruits dans un incendie en 1858. Les archives de l'église étaient également incomplètes pour cette période. Il interrogea William Caldwell, maintenant un médecin respecté de 60 ans. William refusa de commenter, disant seulement « Certaines histoires sont mieux oubliées, certaines injustices sont trop douloureuses à déterrer ». Le journaliste publia finalement un article intitulé « Le mystère de l'esclave aux yeux de sorcière », mais sans documents officiels, sans témoins directs voulant parler ouvertement. L'article fut largement considéré comme une légende locale, une histoire de fantôme du vieux Sud. Voilà l'histoire de celle qu'on appelait « yeux de sorcière ». Une femme condamnée pour une particularité de naissance, presque assassinée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, sauvée par le courage improbable d'un enfant de 12 ans. Est-ce que tout cela est vraiment arrivé? Les documents ont été détruits, les témoins sont morts depuis longtemps. Mais quelque part au Canada, peut-être, vivent des descendants d'une femme nommée Celia, portant dans leur gène cette étrange particularité. Des yeux de couleurs différentes. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette histoire est vraie? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec ceux qui aiment les mystères sombres de notre histoire. Parfois, la vérité est plus terrifiante que n'importe quelle fiction.